Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à carfax.ca. Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes collègues Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Bonjour. Retour. De retour. Y avait-tu comme un guide de l'auto à terminer? Il y avait ça, oui, effectivement. On a passé quelques journées, quelques nuits là-dessus. D'ailleurs, pour ceux qui ne nous regardent pas, mais qui nous écoutent, vous ne voyez pas l'image qui se trouve en arrière de moi. Ça dit que le guide de l'auto est en vente maintenant. Au cas où. Au cas où vous ne le saviez pas déjà. Et on en a parlé. C'est ça. Bon, évidemment, on va vous laisser découvrir le guide de l'auto au fil des prochaines semaines. Il est disponible partout chez votre libraire, Costco, Walmart. Bref, vous n'avez pas de raison de ne pas vous le procurer. Aucune. Pitch de vente étant fait. Quelques actualités, Louis-Philippe, pour commencer. On parle de la Toyota Supra. Oui. C'est drôle comment la Toyota Supra fait couler beaucoup d'encre considérant le peu d'unités qu'on en vend. Ben oui. Mais la voiture perd son moteur 4 cylindres et personne va pleurer. Ben, c'était pas le modèle le plus important. C'était pas le modèle le plus populaire parce qu'il était seulement disponible avec la boîte automatique à 8 rapports. Ouais. Écoute, t'as dit petit volume. Au Québec, en 2023, 70 unités de la Toyota Supra, toutes configurations confondues. Donc, on peut le répéter, ce n'est pas un modèle qui a été très populaire. C'est pas un modèle qui émule qu'est-ce que la Supra, de mon opinion, qu'est-ce que la Supra a déjà été dans le passé. Donc, c'est une BMW, là. On peut en parler bien longtemps là, sur l'identité un peu de la Supra qui a été perdue. Mais par contre, ben là, le moteur 4 cylindres fait sa sortie. Je pense qu'on a compris chez Toyota que les puristes vont garder peut-être un intérêt pour la boîte manuelle avec la motorisation 6 cylindres de 3 litres. Mais c'est rendu là. Bon. Autre nouvelle intéressante. Hyundai veut multiplier ses offres dans le monde des véhicules hybrides. Et là, on parle pas des électriques. Là. Non. On parle des hybrides. C'est intéressant de constater qu'on réplique à Toyota, à Honda. À Ford. Ben oui, c'est ça. Alors, quel est-il, ce plan? Ben, comme tu le dis... les constructeurs, c'est la vague un peu inverse. Hein. On revient sur nos plans d'électrification qui ont été annoncés en 2023 en grande pompe, qu'on ouvrait des usines, on allait électrifier tout le catalogue. Et puis maintenant, on revient un peu avec les hybrides enfichables. C'est même Ford, comme on l'a mentionné tantôt, avait un gros campus électrique à Oakville qui allait ouvrir. Maintenant, ça va être des camions Super Duty qui vont être assemblés là. Donc, c'est du côté de Hyundai, c'est durant une réunion d'investisseurs qu'on a laissé passer des informations qu'on allait doubler les modèles hybrides. Là, on allait passer de 7 à 14 chez Hyundai. On n'a pas dit c'est quoi exactement, quel produit, mais également on a parlé de Genesis, qui allait avoir un modèle hybride pour chaque modèle Genesis dans le futur. Donc ça, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant d'autant plus que Genesis avait annoncé l'an dernier que tous les futurs modèles de la marque allaient être électrifiés. Ouais. La G90 étant la dernière nouveauté avec moteur à combustion. Je pense pas qu'on considérait le GV80 coupé comme une nouveauté parce que c'est une version coupée d'un GV80 déjà existant. C'est ça. Mais les plans, c'était qu'on allait électrifier la gamme au complet. Et on se rend compte que ça se vend pas. Alors, faut corriger le tir. Et moi, je crois énormément à l'avenir de cette marque-là, mais c'est certain que si on s'en va que dans l'électrique, on se tire dans le pied. Là. Ben, c'est ça. Puis on regarde, on n'a pas parlé trop rapidement des technologies ou de manière trop exhaustive, mais on parle de toutes sortes d'hybrides, y compris des hybrides qui auraient un moteur thermique qui agirait comme une génératrice, des hybrides enfichables, des hybrides traditionnels. Donc, je pense que ça va avec l'industrie dans laquelle... Où est-ce qu'on se dirige? Où est-ce qu'on veut multiplier l'offre puis pas mettre tous nos œufs dans le même panier? Ben, c'est une
excellente idée, si tu veux mon avis. D'autant que Hyundai est un des champions à pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est un des gros joueurs au milieu dans le niveau de l'hydrogène. Donc eux, ils cherchent. C'est vrai, des fois on l'oublie celle-là, mais elle est encore là. Oui. Mais Hyundai, c'est un bon exemple pour illustrer ce que tu dis. Quelqu'un qui met pas tous ses œufs dans le même panier. Ils investissent beaucoup dans beaucoup de trucs. Ils veulent être sûrs de rien rater, et je pense que c'est assez malin de leur part. Bon, évidemment, quand on dit Hyundai par extension, imaginez que Kia en bénéficiera aussi. Et c'est drôle parce que on tendait à abandonner tranquillement les hybrides rechargeables. Là, bon, le nouveau Santa Fe n'a pas de version hybride rechargeable, alors que la précédente génération était très convoitée en hybride rechargeable. Et l'excuse, c'était on mise vers l'électrification. Et là, on change d'idée, on revient. Donc, je trouve ça intéressant que tout le monde s'ajuste pendant que on a un gouvernement qui nous dit non, 2035, c'est que de l'électrique. Bon. On parlait de rapport de force dans d'autres émissions où est-ce qu'à un moment donné, le marché va être capable de l'absorber d'une certaine manière et à une certaine mesure. Ben là, le rapport de force se fait, puis je pense que les constructeurs parlent puis disent les technologies, on va les développer électriques, mais on va en profiter également du côté des thermiques. On a déjà eu le cas similaire dans les années 90 en Californie qui avait dit nous imposerons tant de pourcents de part de marché en Californie, qui était à l'époque genre 5e marché mondial, à lui tout seul. Nous allons imposer tant de pourcentage de voitures électriques. GM a investi, et puis ça a été avec le V1, ça a été nulle part. Et tu te souviens que Toyota avait commercialisé un RAV4 électrique fabriqué au Japon. Et à ce moment-là, la Californie a dit, puisqu'il n'y a pas de voiture, puisque personne n'en veut, ok, finalement, on fait marche arrière. Et on a réessayé au début des années 2010. Donc, alors, tu as des constructeurs comme Honda qui ont amené des FCX, le RAV4 hybride, il y a eu le RAV4 électrique, qui était fabriqué au Canada d'ailleurs, et qu'on vendait uniquement en Californie. Je pense qu'on en a vendu 2500 copies ou à peu près. C'était drôle, là. Puis c'était 50 000 $ US en 2012, un RAV4 électrique pour 80 km d'autonomie. C'était fou, là. Alors, donc, c'est pour te dire que oui, pour le moment, ils disent 2035, c'est ça. On verra. C'est un beau geste politique. Parlant de geste politique, évidemment, on ne passera pas sous silence cette grosse annonce qui a eu lieu en début de semaine. Notre ami Justin, qui est arrivé d'une affirmation disant que dès le 1er octobre de cette année, on allait imposer une taxe de 100% supplémentaire pour tout véhicule électrique fabriqué en Chine, vendu sur le marché canadien. Ça veut dire une taxe totale de 106,1%, puisqu'il y a déjà une taxe de 6,1% applicable. Et bon, évidemment que Justin Trudeau a bien paru dans cette affirmation-là. Il a eu l'air du gars qui avait pris une décision, mais on oublie que Pierre Poilievre, 2 semaines avant, avait imposé la même chose, avait dit, si moi je deviens premier ministre, je vais imposer cette taxe-là. Et il avait sorti cette affirmation-là, si ma mémoire est bonne, le 4 août, soit 4 jours après qu'Automotive News ait lancé la nouvelle à l'effet que BYD confirmait qu'on débarquait au Canada d'ici quelques mois. Alors, c'est BYD, le 30 juillet dernier, qui a laissé couler, ou du moins Automotive News qui a laissé couler la nouvelle à l'effet. C'était des lobbyistes qui s'étaient inscrits là, à Ottawa, puis également en Ontario au niveau provincial pour commencer à mettre les pions sur le jeu d'échecs là, du côté du gouvernement pour être capable de prendre un peu les États-Unis en sandwich aussi, parce qu'au Mexique, BYD est établi, là, ça commence à s'installer. Pas juste au Mexique, partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord. Sauf en Amérique du Nord. Donc, au Canada, ça s'en vient. Les États-Unis avaient déjà les tarifs qui commençaient. Donc, c'était important pour BYD de faire un move, là, si on veut. Puis, je pense que le gouvernement fédéral a réagi à ce move-là. Alors, évidemment qu'il y a beaucoup de questions entourant cette décision-là. Évidemment que moi, je ne crois pas au fait que ce soit Justin qui ait pris la décision tant que la pression des manufacturiers automobiles canadiens devait être forte. Tu
sais, moi, si je m'appelle Honda et que j'ai déboursé de ma poche 10 milliards de dollars pour développer une usine de batteries de véhicules électriques à Alliston et que le gouvernement a renfloué avec 5 milliards de subventions, t'as Volkswagen qui est à assembler une usine de batteries du côté de Saint Thomas en Ontario. T'as Chrysler qui commence ces jours-ci la production de la Charger électrique qui va fabriquer le Wagoneer S aussi du côté de Windsor. Ouais. Évidemment, Nordvolt, tout le monde en a entendu parler. Même Reuters a rapporté que Tesla a parlé au gouvernement, a essayé de faire des pourparlers pour être exempt un peu de cette taxe-là, parce que on le rappelle, les modèles Y viennent de Shanghai, là, ceux qu'on a. Donc, même Tesla qui n'a pas d'usine trouvait que ça allait être difficile là, de recommencer une production là, en Amérique du Nord. Mais on a une industrie automobile canadienne qui est énormément axée dans les prochaines années sur les véhicules électriques. Puis évidemment que la décision du gouvernement, elle découle de cette pression de ces manufacturiers qui ont dit « Hey, c'est pas vrai qu'on va bâtir des usines au Canada à grands frais pour fabriquer des véhicules qu'on va vendre chez nous et que tu vas permettre à un Chinois de débarquer ici et de vendre des véhicules à la moitié du prix que ceux qu'on compte vendre. » Alors, c'est absolument compréhensible comme décision dans cette optique-là. C'est aussi compréhensible sur le plan environnemental, dans la mesure où on sait comment une entreprise comme BYD n'a pas le souci environnemental aussi relevé que d'autres constructeurs lorsque vient le temps de fabriquer des véhicules électriques. Ouais. Et ça, c'est sans compter le transport, ce que tout ça implique. Fait que il y a peut-être cet élément-là. Mais d'un autre côté, t'as le consommateur qui dit « Moi, j'aimerais ça, une auto électrique à 30 000 $. Ben oui. Avant subvention, là. Ou par exemple, on avait parlé en entrevue il n'y a pas longtemps avec Guillaume André d'un Genex, qui est un gars de Trois-Rivières, qui a démonté et remonté pas mal toutes les générations de véhicules Tesla, et puis qui a partagé avec nous que depuis que la modèle Y vient de la Chine, elle est pas mal mieux assemblée que celle qui vient des États-Unis. Parce que les Chinois sont capables de t'assembler ce que tu veux. Eh bien, puis beaucoup mieux qu'avant, que la réputation qu'on leur donnait de dire c'est chinois, c'est cheap. C'est plus le cas dans l'automobile. Puis je peux te dire que BYD, pour avoir vu les véhicules, on les a pas essayés, on les a pas démontés, mais pour avoir vu les véhicules, c'est quand même du beau travail. Là. Mais mon point, c'est que reculons dans les années 80, quand Hyundai est arrivé ici, ça a pris 2 ans et Hyundai avait 10% du marché canadien. Avec des poneys et des Stellar, avec des voitures qui étaient véritablement merdiques. Là. Mais les Canadiens, particulièrement les Québécois, ils voyaient une bonne valeur. La même situation s'est reproduite 20 ans plus tard avec Kia. Alors, Kia, on sait où on est rendu aujourd'hui, bien sûr, avec l'aide de Hyundai, mais quand même, c'est une nouvelle marque qui est arrivée au tournant des années 2000. Et là, je suis en train de regarder, moi, VinFast, qui vend des véhicules bien plus que j'aurais jamais imaginé. Ouais. C'est pas des véhicules qui sont donnés, mais le prix est compétitif. La garantie est très convaincante. Les taux de financement de location sont pratiquement planchers et les gens y voient une bonne valeur, donc adhèrent à la proposition de VinFast. Alors, imagine ce que ça serait si un constructeur comme BYD débarquait ici avec sa berline Seal. Alors, la voiture Seal, c'est comparable à une Tesla Model 3. Oui, essentiellement. Ça a 500 km d'autonomie, puis c'est vendu 30 000 $. On a un petit VUS qui s'appelle le Atto 3, qu'on aurait pu vendre à 22 000 $ en entrée de gamme avec une autonomie de 300-325 km. Puis là, je te dis VUS, là, c'est format Hyundai Venue. Là. Ouais. Mais 100% électrique, 20 000 $. Tu sais, 20 000 $, mais une subvention de 12 000 là-dessus, là. Hein? Ça fait pas cher le paiement. Là. Mon cellulaire coûte plus cher que ça par mois. C'est ça. Alors, tu sais, c'est inimaginable. Et c'est certain qu'on aurait ramassé le marché, comme on l'a fait sur d'autres marchés d'ailleurs. Ouais. Alors, cette décision-là a été prise pour une seule raison, bloquer la porte à BYD. Et ben là, il va falloir faire quelque chose pour le consommateur à un moment donné, parce qu'on peut, on peut protéger nos usines et toute l'industrie qu'on est en train de développer, mais là, à un moment donné, les consommateurs, oui, vous voulez qu'on ait des véhicules électriques d'ici 2035, mais là, si vous nous enlevez les véhicules électriques qui sont abordables... Mais attention, moi, j'ai poussé la réflexion un peu plus loin, si tu me permets, parce que, bon, évidemment, tu auras peut-être un BYD qui va dire un jour, « Ah oui, vous voulez pas qu'on aille en Amérique du Nord? Ben nous autres, on va trouver une façon d'y aller. »
Parce que si BYD décide dans sa stratégie d'ouvrir une usine à l'extérieur de la Chine, alors là, on serait comme au Mexique, par exemple. Bon, ben là, on serait capable de venir... Est-ce qu'on va les vendre plus cher que s'ils étaient fabriqués en Chine? Forcément. Mais on va quand même être capable de les vendre bien moins cher que ce qu'on vend actuellement. Parce qu'oubliez pas un truc. On a mis un plafond d'admissibilité au crédit à 65 000 $. OK? On s'entend là-dessus. Pourquoi 65 000 $? Parce que si on avait mis un plafond à 40 000 $, ben les constructeurs auraient été forcés de fabriquer des véhicules qui sont accessibles et abordables. Mais la vérité, là, c'est que si tu vends un véhicule électrique à 65 000 $, ben juste avec la TVQ, tu vas chercher 6 500 $ de taxes. C'est drôle. Ben, c'est 6 438 $ si ma mémoire est bonne. On est autour de ça. Ça, c'est le montant taxable de TVQ sur un véhicule de 65 000 $. C'est quoi la subvention au Québec? 7 000 taxes incluses. Ça fait 6 088 avant taxes. Tu taxes plus que la subvention pour un véhicule de 65 000 $. Donc, tu récupères tes billes parce que le véhicule est vendu plus cher. Puis attends un peu. Ce véhicule-là, à 65 000 $, ben, il roule sur des pneus de 20 pouces que tu vas changer aux 20 000 km puis qui vont coûter une fortune. Ça coûte cher d'assurance, ça coûte cher de tout ce que tu voudras. Il y a des taxes qui découlent de ça. Le coût de possession à long terme, le coût de possession à long terme, il est très long versus une voiture que tu vends 30 000 $. Ouais. Et pourquoi on veut forcer la vente de véhicules électriques plus chers? Ben, moi, je me dis, on n'a pas le choix parce qu'on a une perte à gagner au niveau de l'essence qui est taxée, qu'on ne vend plus à ces automobilistes-là. On n'a pas de solution de remplacement pour cette taxe-là. Donc, on n'acceptera jamais qu'il y ait des véhicules électriques à 25-30 000 $ qui débarquent chez nous, desquels on collecte très peu de taxes, desquels on ne collecte pas de taxes sur le carburant, des véhicules qui sont forcément moins chers à posséder, à entretenir que des véhicules plus technologiquement plus poussés, plus lourds, plus tout ce que tu voudras. Fait que moi, j'y crois pas aux véhicules électriques abordables. Ça n'arrivera jamais parce que... D'autant que c'est même pas non plus dans l'intérêt des constructeurs. Ben, dans le modèle d'affaires nord-américain, absolument, tu as raison, Hugues. Ah ouais. Parce que si on regarde le prix d'assembler un véhicule électrique en ce moment est toujours très, très, très élevé. Même si on a réussi à baisser les prix des batteries, tout ça, ça non, mais même de toute façon, tu regardes même encore dans le thermique, le but du jeu, tu regardes la stratégie des constructeurs américains, Stellantis en particulier, c'est de faire monter les prix pour faire monter les marges. Et je veux dire, ils ont compris durant la Covid qu'ils pouvaient vendre moins de véhicules, mais qu'ils pouvaient les vendre plus cher. Ouais, mais c'est du bonheur, là. Et en fait, ils continuent à faire comme ça. Et avec l'électrique, parce que c'est de mettre des bébelles, des écrans de 55 pouces de long, ces trucs on en met, on charge. Et puis voilà, et on fait des marges là-dessus. Donc, personne n'a intérêt à vendre des véhicules pas chers. Personne. Mais tu vas me dire que les véhicules à combustion aussi ont vu leur prix monter. Absolument. Mais en même temps, si tu vends une Honda Civic à 30 000 $, ben tu vas quand même... Oui, tu vas récupérer un montant de taxe qui n'est pas aussi élevé que celui d'un véhicule électrique. Mais la voiture va rouler à l'essence. Non, mais c'est pour dire... Oui, les gouvernements n'ont pas super intérêt, mais les constructeurs non plus. Donc, tout le monde va dans le même sens. Et c'est pour ça que les choses... évolue pas aussi rapidement que ce que on nous explique tout le temps par rapport à la loi du marché qui dit que voilà, la concurrence fait baisser les prix, nanana. Et en fait, les prix baissent pas. La concurrence fait monter les prix dans le contexte automobile canadien. Actuel, absolument. Surtout si tu considères que, bon, c'est pas le cas du côté de l'usine d'Honda, par exemple, mais les usines de Stellantis, les usines de Ford, de GM qui sont établies au Canada, les employés sont très fortement syndiqués. Évidemment qu'un employé qui a travaillé pendant 25 ans chez Chrysler et qui a une retraite de 30 ans par la suite, permets-moi de te dire qu'il coûte cher, là. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on n'a plus le choix de vendre des rames à 80, 85, 90 000 $. C'est les employés qui coûtent une fortune. Pas que. Parce que ça a toujours été le cas. Ça fait 40 ans qu'on entend parler de cette histoire de retraite. Mais on serait plus capable de vendre une Néon à 17 000 $. Non, mais il y a l'inflation, il y a tout ça. Mais je veux dire, cette histoire de retraite, ça fait 40 ans qu'on en entend parler. Ouais. Et il y a eu des concessions de
de tous les côtés. Je pense qu'il y a une véritable volonté de faire monter les prix, de créer du premium, en fait, tous les véhicules compacts, pas chers, disparaissent de toute façon parce qu'ils veulent plus les vendre. Maintenant, c'est comme, on n'en veut pas de cette clientèle-là. Donc, ils poussent vers le haut et aujourd'hui, un RAM à 100 000, des trucs comme ça, c'est normal. Et en fait, c'est ça qu'ils veulent. C'est littéralement ce qui est en train de se passer. Mais dans l'électrique, il y a tout un mouvement, évidemment, qui se passe. Tu vois, en ce moment, là, l'aubaine de l'heure dans le monde de l'électrique, c'est un Chevrolet Equinox traction à 52 000 $ avant crédit gouvernemental. C'est l'aubaine de l'heure. Les gens se battent aux portes pour en acheter, pour profiter du crédit. Et c'est une offre qui est alléchante. Mais pense-y, c'est 52 000 $ quand même. Quand même. Ouais. Et là, tu n'as pas mis d'option, là. Non. Tu n'as mis aucune option. Et c'est la meilleure offre actuellement sur le marché de l'électrique, là. Bon, après ça, tu as une Fiat 500, mais on fait tout pour pas en vendre de ce temps-là. D'ailleurs, il y a des chiffres qui sont sortis récemment. Elle se vend absolument pas en Europe. Non. C'est un flop complet. Ouais. Donc, c'est pas une voiture qui mérite un si mauvais sort, honnêtement. Non, mais regarde. Mais elle est stationnée entre un Ram 3500 et un Grand Wagoneer dans un showroom où il y a des vendeurs qui veulent pas en vendre. Voilà. Alors, voici le topo de la Fiat 500. Toujours est-il que on en est là. Il y aura une taxe qui va arriver le 1er octobre de 100% pour les véhicules électriques fabriqués en Chine. Et on va s'adresser après la pause à Hugues Bissonnette, qui est président de Polestar Canada et qui, lui, a peut-être pas nécessairement reçu la nouvelle d'un très bon œil parce que le délai est assez court. On va lui poser quelques questions au retour de la pause. Le guide de l'auto. On a parlé un peu plus tôt de cette taxation de 100% pour les véhicules électriques qui sont fabriqués en Chine et qui seraient commercialisés chez nous. Et évidemment, ça affecte des véhicules qui sont déjà commercialisés chez nous, qui sont assemblés en Chine, pas seulement ceux qui étaient sur le point de s'en venir. Évidemment, on pense à BYD. Les 3 marques de véhicules électriques qui vendent des véhicules fabriqués en Chine chez nous, c'est évidemment Tesla, c'est Volvo et c'est Polestar. Et au bout du fil, on a le président de Polestar Canada, Hugues Bissonnette, qui est avec nous pour peut-être clarifier la situation et pour avoir son pouls sur l'impact qu'une décision comme celle-là peut avoir. Salut Hugues! Bonjour! Alors, j'imagine que le téléphone doit sonner pas mal aujourd'hui parce que la nouvelle doit brasser pas mal d'histoires chez vous, chez Polestar. Ben oui, évidemment. C'est certain que ça nous fait pas plaisir, mais on comprend la démarche du gouvernement de vouloir sauvegarder des emplois canadiens. On a tout de même des emplois canadiens chez nous, dont on veut aussi protéger nous-mêmes, mais on a déjà un plan très solide à long terme pour contrer ces mesures-là. Avant d'embarquer dans ce plan que vous avez, j'aimerais savoir si cette nouvelle-là, tu la vois de façon positive ou plutôt négative par rapport au fait qu'on bloque essentiellement la porte à BYD, là. Oui, évidemment. On comprend encore une fois, on comprend la démarche, mais est-ce que je vois ça d'une façon négative? Non. On avait déjà un plan pré-planifié bien avant que le gouvernement canadien parle de ces mesures-là. Donc, on peut parler de production dans d'autres pays que la Chine, qui était déjà planifiée d'avance, qui est déjà en place pour certains modèles. Donc, est-ce que je vois ça d'une façon négative? Non, pas du tout. À court terme, évidemment, ça nous demande de potentiellement établir le plan de façon plus rapide. Parce que les initiatives viennent en place le 1er octobre. C'est rapide, ça. Mais le plan est déjà solide et était déjà en place. Alors, 1er octobre, ça arrive très rapidement. Alors, comment on fait pour se tourner ou pour repositionner sa stratégie en l'espace d'à peine un mois? Comme je mentionnais, la Polestar 3, par exemple, était déjà planifiée pour être assemblée dans notre usine de Caroline du Sud à Charleston, aux États-Unis. La production commence dès cet automne. Donc ça, c'était déjà en place. La Polestar 4 qu'on lance à la fin de cette année, qui est un petit SUV, va être produit en Corée du Sud dès le mi-2025. Ce plan-là était déjà en place depuis un bon moment. Le seul modèle actuellement qui continue d'être assemblé en Chine pour le moment, c'est la Polestar 2, dont on regarde d'autres éventualités, évidemment.
Est-ce que la Polestar 2 qui est vendue du côté du marché américain est aussi assemblée en Chine? J'imagine que non. Oui, la Polestar 2 pour les 27 pays dans lesquels on commercialise les Polestar sont assemblés en Chine pour l'instant. Donc, de toute façon, fallait revoir la stratégie dans le but de continuer à vendre ces voitures-là sur le marché américain aussi, là. Est-ce que ça pourrait signifier que la Polestar 2, momentanément, ne serait plus commercialisée sur notre marché le temps qu'on réajuste le tir? On planifie encore commercialiser la Polestar 2 en 2025 au Canada. Le plan était déjà en place. Est-ce que la diffusion, est-ce que l'offre va demeurer la même? Est-ce qu'on va avoir une offre aussi large? Possiblement qu'on va revoir l'éventail des options, l'éventail que ce soit un long-range single motor, long-range dual motor. On a plusieurs variantes. Ouais. La Polestar 2, on va peut-être réduire ça. Mais la planification actuelle, est-ce qu'on continue de la commercialiser au Canada? Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'intérêt pour un constructeur à vendre une Polestar 2 à 120 000 $. S'il fallait la vendre à ce prix-là, ça serait un petit peu difficile. Là. Surtout que vous avez eu des promotions assez intéressantes récemment. Là. Je suis entièrement d'accord avec toi, Antoine. Le marché du Canada, pour nous, il est très important. On était un des premiers marchés de lancement de Polestar sur le globe, un des 10 marchés de lancement. Puis présentement, le Québec, c'est le marché le plus fort en Amérique du Nord en termes de volume et un des plus grands dans le monde, entre autres. Donc, on est ici pour rester. On s'est établi ici en 2019. On a plus de 6 000 Polestars sur les routes canadiennes au moment où on se parle. Puis le marché canadien est trop important pour même envisager de le quitter. On a un plan qui est très fort pour l'avenir. Selon toi, Hugues, parce que tu nous dis, bon, c'est une décision que vous comprenez, ça va affecter vos produits à court terme, probablement, la mise en marché, etc. Mais est-ce que le gouvernement, selon toi, aurait pu faire ça un petit peu mieux? Dans le sens que pas si soudainement, ou peut-être attendre un petit peu, ou augmenter un petit peu moins les tarifs. Selon ton expérience, qu'est-ce qui aurait été la façon idéale de protéger nos industries nord-américaines, mais également contrer l'industrie chinoise qui s'en vient très, très rapidement comme BYD? Ben, c'est intéressant. Je pense qu'il aurait pu avoir un laps de temps qui était plus... donner un peu plus de temps pour pouvoir ajuster le tir. Ouais. C'est les discussions qu'on a eues d'ailleurs où on demandait autour d'un an pour être capable de mettre notre plan d'action en place de la bonne façon. Par contre, une marque comme Polestar, pour l'instant, où notre volume annuel se tourne autour de 4 à 5 000 véhicules par année au Canada, vient pas concurrencer avec les trois grands ou une marque comme BYD qui viendrait s'installer au Canada à grande échelle, à grande masse. On n'est pas un producteur de masse, ouais. On est un producteur de luxe, beaucoup plus niche. Donc, on ne viendrait pas, je pense, avoir une influence sur les marchés de masse qu'essaie de protéger. Bon. Donc, il aurait pu, je crois, laisser des fabricants comme nous, comme Volvo, potentiellement à l'écart de cette... Un peu garder du cas par cas pour pas perdre nécessairement, là, traiter certains manufacturiers d'une certaine manière pour être capable de plaire à tout le monde, là, dans le fond. Là. Modulable, d'une certaine façon. L'Europe a implanté des tarifs modulables d'une autre façon. Je pense qu'on aurait pu regarder une structure différente, absolument. Et c'est intéressant de constater aussi de toute façon que on limite ça qu'aux véhicules électriques. Donc, Buick, Lincoln, Ford vont continuer de vendre des véhicules chez nous qui sont fabriqués en Chine parce que ce sont des véhicules avec des moteurs à combustion. Hugues, bon, évidemment, tu as certainement dû lire cet énoncé du président de Mobilité électrique Canada qui, hier, mentionnait que cette nouvelle taxe-là signifiait la fin des émissions pour Polestar au Canada. Je vois qu'en ce moment, tu sautes pas sur ta chaise pendant que je t'en parle, mais ça a dû arriver hier, ça. Oui, absolument. On est d'accord là-dessus aussi. Ça m'a pas fait plaisir du tout. Monsieur Breton a été, je crois, était fort dans ses faits ou dans son opinion qui n'était pas nécessairement établie sur des faits concrets. Donc,
à mon point de vue, complètement erroné. Aurait dû probablement venir au fait, comprendre notre plan, notre structure, afin d'émettre une opinion qui était plus fondée. Alors, est-ce que ça a un impact pour une entreprise comme Polestar Canada, ce genre d'énoncé-là? Bien, évidemment, on a une grande clientèle au Canada. On a beaucoup de consommateurs aussi qui que ça peut inquiéter. Sont en processus d'achat. Donc oui, ça a un impact à court terme. Puis je tenais à corriger le tir, puis évidemment à faire comprendre la stratégie qu'on est ici pour rester. On s'est établi au Québec. On est le seul fabricant automobile canadien à avoir le siège social au Québec. Mon équipe est ici. On a des concessionnaires, des partenaires bien établis qui ont déjà été investis dans des infrastructures dans tout le Canada. Puis ça continue d'avancer. On est ici pour rester. Évidemment, j'ai pas le choix de profiter de la situation pour te poser la question sur ces derniers rabais qu'on a vus apparaître sur les Polestar 2. On pouvait louer des Polestar 2 à 4, 5, 600 $ par mois selon les termes. Ça devenait extrêmement alléchant pour le consommateur. Il y en a qui en ont profité, forcément. Mais la question que j'ai pour toi, c'est: est-ce que stratégiquement, ça pouvait être dangereux d'affecter l'image que vous souhaitez bâtir pour la marque Polestar, surtout en considérant que vous vous en venez avec des produits qui sont encore plus premium que la Polestar 2? Là? Oui, c'est un bon point. La Polestar 2, ça demeure notre modèle d'entrée. Ça va le demeurer pour le futur aussi. Le but, c'était de diffuser la marque, de faire connaître la marque à plus grande échelle. Les offres alléchantes qu'on a présentées au printemps étaient, en fin de compte, une location 12 mois qui permet à des clients peut-être qui n'étaient pas nécessairement convaincus de transitionner vers l'électrique, de pouvoir essayer un véhicule électrique, puis connaître notre marque du même fait. Donc, c'était le but de l'exercice. C'est quelque chose qu'on a fait pour quelques semaines, 6 à 8 semaines. Ça a été un bon succès pour nous qu'on va probablement répéter dans le futur. Et je suis curieux de t'entendre sur, bon, évidemment, la diminution progressive des crédits gouvernementaux, des crédits au Québec. On sait que ça demeure pour 2025 au Canada. On ne sait pas ce qu'il adviendra du crédit en 2026 au niveau fédéral. Mais un constructeur comme Polestar qui doit planifier ses stratégies plusieurs mois, plusieurs années à l'avance, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à cette réalité-là où on change les crédits? Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour établir des valeurs résiduelles sur des produits quand on ne sait pas quels seront les crédits en place sur des véhicules électriques dont le marché change extrêmement rapidement? Ça ne doit pas être facile, là. Bien, évidemment, c'est un contexte qui est complexe. Si on regarde, puis dans les autres pays où on est présentement commercialisé, ouais, il y a certains endroits où il y avait des incitatifs qui étaient quand même importants, qui ont été changés dans les dernières années. Je pense que quand tu bâtis une stratégie de produit puis une stratégie de prix à long terme, faut pas que tu prennes les incitatifs locaux en ligne de compte. Il faut que tu bâtisses ton plan de volume, ton plan de croissance, comme si ces incitatifs-là n'étaient pas présents. C'est l'approche qu'on a prise dès le départ. Mais pour établir des valeurs résiduelles, il faut quand même en tenir compte des crédits, parce que sans valeurs résiduelles, sans crédits gouvernementaux, c'est certain que les valeurs résiduelles sont appelées à fluctuer, là. Oui, évidemment, les valeurs résiduelles, c'est important quand on parle de location. Puis la location au Canada, c'est un canal ou un réseau d'achat qui est important. Chez nous, c'est environ 60% de nos ventes, c'est à la location. Donc oui, les valeurs résiduelles sont importantes, mais ça se bâtit à plusieurs niveaux. Ça se bâtit avec la marque, avec les options, avec les stratégies de prix à long terme. Bon, est-ce que les prix fluctuent à la hausse, à la baisse, comme certains autres fabricants font? Je pense que nous, on a établi une stratégie de prix qui est beaucoup plus stable à plus long terme. Ça aussi, ça a une incidence sur les valeurs résiduelles. Comment tu traites tes véhicules usagés aussi au retour de location, ouais, ça a aussi une incidence. Donc, il y a plusieurs facteurs qui influencent ça. Les crédits, je suis d'accord, mais c'est pas le seul endroit qui va avoir une influence à la fin.
Bon, Hugues, en terminant, on se connaît, on habite en plus à peu près dans le même quartier et le hasard a fait que je t'ai croisé tout récemment au volant d'un Polestar 3 qui n'est pas encore arrivé sur le marché. Alors, je me permets de le dire publiquement parce que la question que j'ai pour toi, c'est quand est-ce que ça arrive et quand est-ce que les gens vont pouvoir se le procurer? On planifie les premières livraisons, en fait, dès la mi-septembre. OK, donc c'est... les premiers essais canadiens vont se faire à Vancouver dans quelques jours avec différents médias. Puis les premiers clients qui ont déjà acheté une Polestar 3 vont en prendre livraison en septembre. Donc, ça débarque ces jours-ci essentiellement. Là. Le temps d'attente sera plus très long. Plus très long, quelques semaines. Bon. Alors, ton défi, c'est évidemment de réussir à en vendre une à notre ami de Mobilité électrique Canada, histoire de le convaincre que vous êtes là pour rester. Absolument. C'est mon objectif. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Hugues. Et merci, puis, Hugues. Je te laisse répondre à tes innombrables autres appels que tu dois recevoir en ce moment. Merci. Merci, salut. Bye. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Oh, que tu me fais plaisir, mon cher Hugues, cette semaine avec ton véhicule de la semaine qui est la AMC Eagle 4x4, qui est probablement, j'ai envie de dire, la voiture la plus innovatrice qu'American Motors n'a pas fait dans sa courte carrière. Là. Effectivement. Regardez la Subaru Outback. La recette de ce type de véhicule a été simplement inventée par AMC avec l'Eagle. Mais le quatrième des trois grands constructeurs a toujours été plus ou moins à court d'argent au cours de son histoire, ce qui l'a forcé justement à innover et développer de nouveaux produits avec peu de moyens, autrement dit faire du neuf avec du vieux. Et l'histoire de l'Eagle a commencé quand? Parce qu'évidemment, on connaît sa base, on connaît sa provenance, mais c'est arrivé qu'au début des années 80. Là. Exactement. Donc si l'Eagle a été lancé sur le marché en 1980, le point charnière de son histoire est en 1970. Cette année-là, 3 événements significatifs vont arriver et ils convergeront 10 ans plus tard vers l'introduction de ce qui deviendra la dernière AMC. 1. Les modèles Hornet et Gremlin sont lancés. 2. AMC rachète Jeep. 3. La compagnie CarCraft ferme ses portes. Bon, on va commencer par la Hornet puis le Gremlin. Ce sont des véhicules qui ont été lancés justement au début des années 70 et qui partagent leur structure avec l'Eagle. Là. Voilà. Donc Dick Tigg, le vice-président responsable du design d'AMC depuis 1964, sait que l'une des façons d'économiser de l'argent est l'interchangeabilité des pièces. En 1966, il réalise le concept Cavalier, un nom qu'on connaît ailleurs, qui est une étude sur la symétrie des panneaux de carrosserie. Les ailes ainsi que les portes sont identiques à chaque coin opposé, alors que le capot et le coffre sont permutables. Ce prototype sert de base pour le style de la Hornet, une intermédiaire qui sera présentée pour le millésime 70. Tigg ne reprendra pas les portes symétriques, mais utilisera une autre astuce. Tout l'avant est le même, aux éléments de décoration près, que celui de la compacte Gremlin qui sera lancée le 1er avril 70. La Gremlin, le 1er avril, ça ne s'invente pas. Cette familiarité aura son importance dans l'évolution des modèles Eagle quelques années plus tard. Au fil du temps, la Hornet prendra du galon dans la gamme AMC, tout d'abord avec la disparition de l'Ambassador à la fin du millésime 74, puis de la Matador à la fin de l'année modèle 1978. Ça me dit quelque chose, ça? Ah oui? Ouais. La Hornet sera restylée pour 78 et prendra le nom de Concorde, devenant en 1979 la seule berline conventionnelle qui reste chez AMC. À ce moment, les finances de la compagnie sont au plus mal, la Pacer n'a pas eu le succès commercial escompté et AMC cherche un nouveau partenaire. Ce sera la régie Renault, mais il existe chez AMC un petit diamant qui arrive tant bien que mal à garder l'entreprise en vie. Ben, c'est Jeep, clairement. Là. Et oui, ce diamant s'appelle Jeep. Avec l'émergence des modèles comme les Jeep Wagoneer, Ford Bronco et Chevrolet Blazer, la direction d'AMC observe que les 4x4 sortent de l'univers du travail pour rentrer dans celui des loisirs. La compagnie décide d'investir 70 millions de dollars dans le rachat de Jeep en 1970. Bien lui en fera, car cela lui apportera une expertise en matière de 4 roues motrices ainsi qu'une gamme lucrative tout au long des années 70. C'est quoi le lien avec CarCraft? Alors, c'est l'anglais Roylan. CarCraft est une compagnie privée dont le seul client est Ford.
Pour la société à l'ovale bleu, elle a été impliquée dans toutes sortes de projets. Le développement des GT40 victorieuses aux 24 heures du Mans, la conception d'une limousine présidentielle ou la production des Boss 429 pour ne citer que quelques-uns des projets les plus connus. Derrière ces projets, il y a Roylen. Lorsque Carcraft ferme ses portes en novembre 1970, Lunn est contacté par Jeep pour devenir le responsable de l'ingénierie. Et c'est notamment sous sa direction que sera conçu le Cherokee XJ, produit en Amérique de 1983 à 2001. Bon, et c'est quand qu'on a commencé le développement de l'Eagle sur la base, évidemment, de la Hornet qui est devenue la Concorde essentiellement? Voilà. Dès 1972, les ingénieurs de Jeep tentent de greffer un rouage intégral sur une AMC Hornet Sportabout. Mais le boîtier de transfert de l'époque manque cruellement de raffinement et le programme est abandonné. Cependant, Lunn garde l'idée dans un coin de sa tête et le lancement en 1975 sur le marché américain de la Subaru familiale à 4 roues motrices l'encourage dans ses recherches. Ah oui, donc ça a vraiment eu un impact. L'arrivée de Subaru a vraiment eu un impact décisionnel. Absolument. Il suit le développement de la technologie des coupleurs visqueux. Ce sont des systèmes qui ne reposent pas sur des trains d'engrenage pour transmettre la puissance aux 4 roues, mais plutôt sur un système de disques baignant dans un liquide à base de silicone. Et c'est le principe de viscosité de ce liquide qui est utilisé. Le système ne demande pas de blocage de pont et peut fonctionner dans toutes sortes de conditions. En février 1977, Roylen passe un contrat avec la compagnie anglaise FF Development. Fondée en 1971 par Tony Rolt, FF Development développe des brevets de Ferguson Research, société active de 1950 à 71, et utilisée entre autres sur la Jensen FF, produite de 70 à 71, et qui a même produit des prototypes de Ford Mustang à 4 roues motrices. Ah oui? L'idée de Lunn est de concevoir un prototype employant le viscocoupleur de FF sur une base de Hornet Sportabout. Une auto est retirée des stocks européens et envoyée en Angleterre. En à peine 4 mois, et avec l'aide de la firme GKN, le véhicule est fabriqué, testé et expédié à l'usine AMC de Kenosha dans le Wisconsin. Alors à ce moment-là de l'histoire, les récits divergent un peu. D'un côté, Lunn explique avoir entrepris le développement de véhicules sans en avertir la direction. De l'autre, Gerald Myers, vice-président exécutif d'AMC à ce moment, se souvient d'avoir autorisé les dépenses dès le début du projet. Qu'importe, les essais additionnels à Kenosha se passent bien et la direction entérine le lancement du modèle pour le millésime 1980. La fabrication du boîtier de transfert baptisé NP119 sera assurée par New Process Gear, une filiale de Chrysler, donc déjà le lien. Il est initialement conçu pour fonctionner avec les V8 et les 6 cylindres de la marque, mais la crise pétrolière de 79 entraînera l'arrêt de la production des plus gros moteurs en 80. Le projet coûtera au final 6,5 millions de dollars, une somme très maigre même pour AMC. Et au départ, les modèles devaient s'appeler Pathfinder, mais la compagnie choisira finalement le nom de Eagle. La voiture est arrivée quand? Essentiellement, parce que j'imagine que ça a dû faire énormément jaser lorsque le véhicule a été dévoilé. Oui, elles sont présentées le 27 septembre 1979. Elles se distinguent des Concorde sur lesquelles elles sont basées par un empattement allongé, un châssis rehaussé de 3 pouces, des roues de 15 pouces au lieu de 14 avec des enjoliveurs spécifiques et des élargisseurs d'ailes en plastique Creighton cerclés d'un joint chromé et d'élargisseurs de pare-chocs, de clignotants ambrés et d'une calandre modifiée. Alors, 3 carrosseries sont disponibles, berline 2 portes, berline 4 portes et familiale. C'est assez particulier. Celle qu'on peut voir derrière nous, pour ceux qui ont la télé. 2 niveaux de finition sont proposés, standard et limited. Un ensemble sport optionnel est offert sur les 2 portes et familiales. Et ça va donner l'idée à AMC de pousser la note même un peu plus loin. Bon, il y aura eu des versions avec des panneaux de bois rapidement, mais il n'y a pas eu juste ça. Parce que la descendante de la Gremlin, qui est devenue la Spirit Hatchback essentiellement, elle a été aussi offerte en version SX4 qu'on appelait, qui était essentiellement une Eagle rehaussée, là. Et ben voilà, vous vous souvenez que les Concorde et Gremlin, comme on disait au début, ont été développés sur la même base. Et les ingénieurs y ont pensé aussi. Donc en 81, ils adaptent les trains roulants des Eagle sur les Spirit, qui ne sont en fait que des Gremlins fortement restylés en 79. Ils ajoutent ainsi 2 modèles à la gamme, la Camback sur la base de Spirit Sedan et la SX4 sur base de Spirit Liftback. 2 niveaux de finition sont proposés, base ou DL. L'ensemble de la gamme AMC 80 vient avec un 4 cylindres de litre 5 Iron Duke fourni par General Motors.
Il développe finalement 82 chevaux et est accouplé à une boîte 4 rapports. La boîte automatique et le 6 cylindres restent disponibles. En cours d'année, AMC présente le système Select Drive qui permet de désengager les roues avant quand les conditions l'autorisent. Ouais. La procédure demande d'utiliser les deux mains afin de s'assurer que le véhicule est bien à l'arrêt. Passé l'engouement initial, les modèles compacts perdent de la traction en 82, particulièrement la Camback qui ne verra pas 83. C'est également le cas pour la berline série 50 2 portes. Ce millésime est aussi marqué avec l'arrivée d'une boîte manuelle à 5 rapports alors que le système Select Drive est dorénavant de série. L'alliance avec Renault porte ses fruits en millésime 83 avec le lancement de l'Alliance. Oh, ouais. Dès lors, les produits d'origine AMC sont délaissés et les Concorde, Spirit, Eagle SX4 disparaîtront à la fin de l'année, faisant des Eagle pleine grandeur les derniers véritables modèles AMC pour 1984. Pourtant, la marque se permet de remplacer en cours d'année l'Iron Duke de GM par un 4 cylindres de 2,5 litres de son propre design, mais il ne sera disponible sur les Eagle que durant 2 ans. Les ventes s'effondrent, il faut se rendre à l'évidence, AMC, c'est du passé. En fait, c'est la dernière vraie AMC qui a été commercialisée et ce que je trouve un peu ironique, c'est que en 1988, si je me souviens bien, la Eagle n'était plus une AMC, mais bien une Eagle vendue par Chrysler. C'était la même voiture, là. Exactement. Les Eagle connaissent un petit soubresaut en 84. La production est transférée à l'usine de Brampton en Ontario pour laisser de la place à Kenosha, aux Alliances et encore. Le millésime 85 voit quelques retouches esthétiques et la disparition du 4 cylindres. Le système Select Drive est modifié pour permettre le passage en 2 ou 4 motrices en roulant. Mais c'est vraiment le début de la fin. AMC n'assure plus la promotion de cette gamme. Les modèles 86 et 87 ne connaissent que des évolutions techniques mineures. Mais depuis quelques années, AMC est devenu un boulet pour Renault, qui elle-même se porte très mal en Europe. Ouais. En février, le nouveau patron de la régie nationale, Raymond Lévy, entreprend des négociations avec Chrysler pour se séparer de son partenaire américain. L'entente est signée le 9 mars 87, et l'une des premières conséquences de cet accord est la disparition programmée des Eagle. Chrysler n'étant absolument intéressé que par les Jeeps. Ce qui est absolument normal pour l'époque. Tout à fait normal. Oh, ouais. Elle connaisse une courte période de commercialisation, comme tu le disais, pour le millésime 98, sous le nom de Eagle Wagon et non plus d'AMC Eagle. 88, tu veux dire? 88, ouais. Absolument. Ouais. Ouais. Le dernier exemplaire sort de l'usine de Brenton le 14 décembre 87 pour faire de la place à la Jeep Wrangler. Alors, on s'est même pas rendu en 88 au niveau de la production? Non. Okay. Et au total, 196 911 AMC Eagle auront été produites, dont 117 984 familiales. Qui ont été les modèles les plus répandus. Là, la marque Eagle perdurera jusqu'en 1998 en commercialisant des produits d'origine Renault, les premiers, Mitsubishi, les Talons, et Chrysler, les Vision. Ouais, Eagle, il y a eu les Colt qui étaient des Mitsubishi. Mm-hmm. On a fait du millage sur la marque Eagle. Mais ce que je trouve intéressant aussi de la famille Eagle 4x4, c'est qu'il y a eu des modèles un peu weirdo, là. Des versions décapotables là, qu'on appelait Sundance. Ouais. Alors déjà, au départ, c'est des modèles assez originaux, mais il y a eu des modèles encore plus rares. Entre 81 et 82, le carrossier Griffiths Company, installé à Fort Lauderdale, en Floride, a proposé une version en cabriolet sur la base des Concorde et Eagle 2 portes baptisée Sundancer. Sundancer, OK, ouais. Le toit était découpé et un arceau était monté pour la sécurité des occupants. Griffiths avait envisagé d'ajouter une mini-ligne de production à l'usine de Kenosha, mais à cause des ventes réduites, moins de 200 exemplaires, l'idée sera abandonnée. Ah oui, c'est si rare que ça. Ouais. Mais il existe un modèle encore plus rare, une conversion turbo-diesel assurée par la société American Turbo Diesel Inc. de San Fernando en Californie. Cette conversion est réalisée avec l'aval d'AMC et consiste en l'installation d'un 6 cylindres en ligne de 3,6 litres développant 150 chevaux fourni par la compagnie italienne VM. La brochure fait des annonces surréalistes. La nouvelle Eagle Turbo dépasse la Trans-Am sur le sable, accélère mieux qu'une Mustang Turbo sur la terre et freine mieux qu'une MGB sur chaussée sèche. Et ce n'est que le début, déclare-t-il. Malgré ces promesses fracassantes, seulement 7 exemplaires seront produits. Et est-ce que ça existe toujours? Parce qu'honnêtement, je n'ai jamais vu ça. 150 chevaux dans un diesel à cette époque-là, ça devait déménager dans une voiture comme ça. Mais 7 exemplaires produits à l'époque, quand on voit ce que la rouille peut faire sur ces véhicules-là. Ah ben non, c'est sûr. Un moteur VM motorisé. Déjà, j'aimerais voir un Sundancer en vrai.
Ouais, ça, j'en ai déjà vu. On en a déjà parlé, toi et moi, à Hershey. Là, il y avait 2 voitures Sundancer qui étaient rassemblées là-bas. Allez googler ça, c'est assez particulier. Évidemment, c'était tout le temps offert dans des tons de brun et de beige parce que ça allait de soi. Merci, Hugues, beaucoup pour ça. J'en sais un peu plus sur les AMC Eagle. Une des rares AMC que j'ai pas eues, finalement. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Antoine, pour les essais de la semaine, tu as été essayé le GMC Acadia, qui est le cousin du Traverse que moi j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Alors, un véhicule qui s'est mérité quand même une refonte. Il ressemble un petit peu à ses frères plus gros, un peu comme le Traverse, avec un nouveau moteur également. Il hérite du même moteur, le 2.5 litres turbo-compressé. Ben, en fait, c'est drôle parce que si tu te souviens bien, quand on avait lancé l'Acadia en 2007, le Traverse avait suivi quelques mois après. Ouais. L'Acadia est arrivé en même temps que le Saturn Outlook à l'époque, puis c'était un véhicule vraiment révolutionnaire pour GM. Gros format, beaucoup plus que ses rivaux, grosse mécanique, hyper spacieux, beau look. On en avait vendu énormément. Bon, ça consommait, c'était épouvantable. Il y avait un mauvais rouage intégral là-dessus. Bon, mais on en a vendu beaucoup de la première génération. Et fouille-moi pourquoi, en 2014, lorsqu'on a renouvelé l'Acadia, on a choisi d'en réduire la taille de façon considérable, contrairement au Traverse qui lui est demeuré plus gros, qui lui est demeuré très volumineux. Et évidemment que ça a coûté des ventes à l'Acadia, qui est un produit qui s'est retrouvé dans l'ombre du Traverse, qui a pas réussi à convaincre une clientèle aussi large que par le passé. Ça s'est vendu quand même. On a fait beaucoup de ventes de parcs, bon, etc. Des clients fidèles aussi. Là, mais c'est un produit qui était dans l'ombre. Puis chez nous, au Québec particulièrement, c'était pas très populaire. Cela étant dit, j'ai sorti des chiffres de vente récemment. Il y a eu 45 % d'augmentation de vente avec l'Acadia en 2023 au Canada par rapport à 2022 pour l'ancienne génération. Alors, on n'en vendait plus beaucoup, mais j'imagine qu'on a augmenté la production, on a ouvert les vannes, on a fait de la promo, on en a livré pas mal. Presque 5000 unités au Canada en 2023. Mais pour te donner une idée, on a vendu 10 700, 10 800 Explorer à la même période et 17 000 Highlander. Fait que le marché, le marché est complètement différent. Et là, GM revient à la charge avec un Acadia nouvelle génération. C'est un clone technique du Chevrolet Traverse, comme tu l'as dit, mais avec une robe qui est différente, mais c'est le même format. L'empattement est allongé de 214 mm, donc c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus confortable. Il retrouve son format qu'il devrait avoir versus son cousin. Bon, le Traverse a une version Z71 qui est une nouveauté, qui se veut la version, je ne veux pas dire hors route, mais disons un peu plus aventurière que les autres, avec une suspension rehaussée d'1 pouce, avec un double embrayage au niveau du différentiel arrière des que plaques les autres de protection. Bon, des pneus agressifs, là, Goodyear Wrangler 18 pouces que tu n'as pas ailleurs. J'ai trouvé ça curieux, d'ailleurs. Le Traverse a abandonné sa version iCountry. On a éliminé cette version-là pour aller avec une RS à saveur plus sportive. Forcément que chez GMC, avec l'Acadia, on a gardé le Denali en 22 pouces, tout ça. Mais mon petit doigt me dit que c'est l'AT4 qui va se vendre le plus. Il y a un beau look. Je trouve que l'aménagement intérieur, c'est réussi. Finition, c'est correct, là. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on ramène Apple CarPlay Android Auto qu'on avait décidé d'éliminer là, chez ce constructeur-là dans certains autres produits. Dans des produits électriques, en fait, là, le Traverse l'a gardé aussi. Je pense que ça a vraiment rapport avec les données pour les voitures électriques où on fait un essai un peu là, au niveau de cette clientèle-là. Mais bien content comme toi quand on m'a dit que le Traverse allait avoir Apple CarPlay et Android Auto parce que sinon, ça aurait été un moins là, pour ces acheteurs-là. Bon, évidemment que en ce qui me concerne, la déception, c'est qu'on troque le V6 pour le 4 cylindres. Bon, l'ancien V6 faisait 310 chevaux, avait moins de couple à offrir, était un moteur qui vieillissait technologiquement, mais avait une belle souplesse, à mon avis. Qui faisait le travail, là, amplement. Et là, on arrive avec un 4 cylindres 2.5 turbo. Tu sais que les codes de consommation sont plus élevés avec le 4 cylindres qu'avec l'ancien V6. Tu as 328 chevaux, tu as 50 livres de couple supplémentaire, c'est correct, puis c'est livré plus bas. Mais c'est un moteur, tu sais,
Disons que le raffinement mécanique n'est pas tout à fait là. Il est basé sur le 2.7, ils l'ont mis plus petit. Exact. Ils ont changé certaines technologies à l'intérieur. Puis moi, c'est quand on m'a raconté les gadgets, les bébelles sur ce moteur-là, on avait un moteur très fiable avant, qui était souple, comme tu dis, puis qui faisait le travail. Le 2.5 est arrivé avec un nouveau refroidisseur, un nouveau... beaucoup de vaisselle qui risque de briser plus rapidement que ce que tu avais sur l'ancien V6. C'est ça, un cam phaser, là, pardonnez-moi l'anglophone, mais pour qui est électrique à la place de hydraulique, des refroidisseurs à l'huile qui vont pour récupérer. Beaucoup, une grosse présentation technique pour ce moteur-là. Pourquoi, dans le fond? Mais ça inquiète parce que, justement, des véhicules qui vont remorquer, des véhicules qui on cherche cette fiabilité-là, des véhicules familiaux. Donc, c'est pas fait. Ça veut pas dire que ça va être le cas, mais on a comme troqué le moteur qui était 2.7. On a changé pour le 3.6. Puis là, on a ce nouveau moteur-là qui est là. On se questionne un peu à long terme qu'est-ce que ça va donner. Puis je comprends qu'on développe des mécaniques de plus petite cylindrée pour qu'éventuellement, ça puisse rencontrer certaines normes. Mais dans les faits, les codes de consommation sur papier sont même plus élevés. Ça, c'est une autre affaire. Surtout mais pourquoi tu gagnes nulle part? À part que tu gagnes plus de couple initial, c'est vrai, là. Tu gagnes nulle part. Quand des petites cylindrées turbocompressées sont sollicitées, par exemple en remorquage, on va voir ça pas mal partout. C'est beaucoup une grosse cylindrée qui force moins. Elle va avoir des codes de consommation meilleurs. Oui, c'est ça. Fait que je m'imagine mal le Buick en clave qui va arriver prochainement avec un 2.5 comme celui-là, parce qu'évidemment, ça va être encore la même formule. Copier-coller. Moi, c'est l'élément, c'est la déception de ce produit-là, parce que sinon, j'ai trouvé ça honnêtement très sérieux. On se retrouve la semaine prochaine? Oui, absolument. Bonne semaine à tous. Merci les gars, bye-bye. Merci. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.